Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Biomécanique, le podcast qui vous aide à améliorer vos entraînements, à diminuer vos blessures et à découvrir les secrets des sportifs, des athlètes et des pratiquants de musculation remarquables. On y parle entraînement, performance, blessures, nutrition, motivation également, et à chaque fois avec des invités exceptionnels. Je m'appelle Jérôme Cazerolle, je suis ostéopathe à Montréal. Je reçois aujourd'hui sur le podcast mon tout premier Québécois, chose plutôt ironique d'ailleurs, puisque je suis maintenant à Montréal depuis près de 2 ans et demi. Alors j'avais reçu Raphaël Fitness et Nicolas Ortuno, qui étaient des Français expatriés au Québec, d'ailleurs qui évoluaient dans le monde du sport, de l'entraînement, de la musculation. Je vous invite à écouter les épisodes 3 et 4 du podcast. On discutait déjà de l'entraînement au Québec, les différences entre France, Canada sur la musculation et également sur la nutrition. Mais pour cet épisode d'aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Félix Daigle, et qui est très populaire au Québec puisqu'il est suivi par près de 50 000 personnes sur Instagram. Il est kinésiologue, diplômé, il a 12 ans d'expérience en entraînement physique, il a plusieurs certifications à son actif, il est également entrepreneur puisqu'il a fondé FD Fitness et qui est là pour vous aider à atteindre vos objectifs physiques, quels qu'ils soient, que ce soit de la prise de muscle ou de la perte de gras ou même tout autre objectif de performance. Il tient également une chaîne YouTube, il a un podcast qui est d'ailleurs suivi par des milliers de personnes. Plus récemment, il a cofondé la compagnie Emotion Lab, dont le premier produit s'appelle Bonheur, et qui est en fait un mélange d'ingrédients naturels qui favorise un état de calme et de bien-être. Alors moi j'étais intrigué évidemment de savoir comment ça fonctionnait, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de ces capsules, et comment ça lui était venu l'idée de créer des émotions en capsules. On en a discuté évidemment, et je vous invite à rester d'ailleurs jusqu'à la fin de cet épisode si vous voulez en apprendre davantage, si vous êtes curieux tout comme moi. Vous aurez vos réponses. Alors j'ai pas pu poser toutes les questions que je m'étais notées et que je voulais lui poser, car j'avais beaucoup de questions. Comme tout bon entrepreneur qui se respecte, vous savez comment c'est, son temps est compté. Il avait un rendez-vous juste après l'enregistrement du podcast. Alors si ça tenait qu'à moi, je pense que cet épisode aurait duré entre 1h30 et 2h. Mais vous allez voir que sur ces 1 heure d'échange, il y a énormément d'informations à retenir. On a pu échanger sur la façon dont il gère son statut d'influenceur fitness, ainsi que sa notoriété sur les réseaux sociaux. S'il se considère comme un vrai influenceur, et en fait, quel impact ça a sur son entreprise, et quel est son véritable objectif à travers sa chaîne YouTube et son compte Instagram notamment. Je lui ai demandé quelles étaient les plus grosses erreurs qu'il voyait au gym, en salle de sport. Alors il a raconté les 2 plus grosses erreurs qu'il voyait. Vous allez voir que c'est pas si différent de ce qu'on peut retrouver finalement en Europe, en France ou dans n'importe quel pays. Comment Félix structure un entraînement, que ce soit pour lui ou pour ses clients, ainsi que sa méthode qui est basée sur les différentes courbes de résistance. Alors il y a eu des exemples concrets. Après ça, vous pourrez l'appliquer directement dans votre salle de sport. J'avais une question qui me brûlait les lèvres, c'était: est-ce que la définition de naturel au Québec est exactement la même qu'en France ? J'ai déjà entendu plusieurs fois que au Québec, on pouvait être naturel, mais quand même prendre des produits dopants. Ça n'avait pas exactement la même signification. Je voulais en être sûr, alors je lui ai posé la question et vous découvrirez sa réponse. On a parlé de cannabis aussi, le rôle du THC et du CBD, notamment dans la performance sportive. Quel intérêt ça peut avoir sur la récupération aussi. Comment Félix s'est arraché le tendon du biceps ? J'étais curieux de savoir comment ça s'était passé, comment il avait récupéré, est-ce qu'il s'était fait opérer, quel a été le traitement par la suite, et si aujourd'hui il n'a plus aucune douleur, ou s'il a encore une certaine appréhension lorsqu'il travaille les bras par exemple. Et enfin, on a parlé de sa société Emotion Lab et des capsules Bonheur, comment ça agit sur le cerveau, comment ça agit sur le corps, pour vous aider à vous sentir plus heureux dans votre vie. C'est ce que vous allez découvrir. Et si cet épisode avec mon premier Québécois vous a plu, je vous invite à laisser une évaluation de 5 étoiles avec un commentaire sur l'application Apple Podcast. En France, l'application s'appelle Balados au Québec, il me semble. Juste un petit commentaire d'encouragement ainsi que 5 étoiles. Ça me rendra heureux, moi et Félix. Donc ça, plus les capsules Bonheur, je pense qu'on devrait être au top. Si vous voulez vous inscrire à la lettre biomécanique, le lien est toujours en description dans les notes de l'épisode du podcast. J'en reparlerai après ma conversation avec Félix, puisque je vous laisse maintenant entre les mains et la voix de Félix Daigle, et quant à nous, on se retrouve à la fin de l'épisode. Félix, bienvenue sur le podcast. Merci. Bon, j'ai toujours la première question qui est redondante, et puis là ça tombe bien, parce que tu es quand même dans le milieu du fitness, tu es un entraîneur assez reconnu ici.
Et est-ce que, j'imagine que tu en as déjà parlé peut-être dans tes propres contenus, mais est-ce que tu pourrais me parler de ta première expérience dans un gym, dans une salle de sport, la première fois que tu es rentré, tu as passé les portes et que tu as fait un vrai entraînement? C'est une bonne question. En fait, je pense que j'en ai même jamais parlé. Ok, Jamais nulle part. Écoute, je te dirais que la première fois que je suis allé dans un gym, je devais avoir 16 ans. C'était au Pro Gym à Montréal, qui est comme le plus gros gym, si tu veux, de Montréal. Puis, tu sais, écoute, à 16 ans, j'étais pas en super bonne condition physique. Fait que j'étais un peu comme intimidé, je m'en rappelle encore. Puis là, je faisais mes petits trainings. Je prenais l'autobus de mon école secondaire jusqu'au gym. Puis là, je m'entraînais. Puis là, j'avais comme lu sur Internet qu'après, il fallait que je prenne comme des glucides. Fait que là, je buvais tout le temps une espèce de thé glacé, mais qui est obviously pas optimal après mes trainings. Fait que bref, c'est là que j'ai commencé à m'entraîner. Puis écoute, honnêtement, je dirais que ça a duré comme 3 mois. Puis après, j'ai arrêté d'y aller. J'avais pas la motivation. Je savais pas trop pourquoi je le faisais. J'étais tout seul. Je trouvais que j'étais comme dans une espèce de jungle. Puis j'étais comme pas à l'aise. J'avais comme pas la confiance en moi. J'avais de la difficulté. Fait que c'était vraiment mon premier moment qui était pas un échec, mais tu sais, comme peut-être pas optimal. Puis par la suite, j'ai commencé à m'entraîner au Stade olympique de Montréal. Il y avait une salle de gym. Puis là, j'y allais avec un ami. J'avais plus trouvé mon why, pourquoi je voulais le faire, pourquoi je voulais m'entraîner. Puis c'est là vraiment que la piqûre est arrivée pour le vrai. Puis là, c'est là vraiment que j'ai pris plaisir à le faire là, au niveau d'entraînement. et c'était quoi justement la vraie raison à ce moment-là? Ben, Qu'est-ce qui a changé ça dans ton état d'esprit? c'est une bonne question. Écoute, je te dirais qu'à la base, j'étudiais, moi, à la base, mettons, au cégep, j'étudiais en communication. Puis, bon, tout ce qui est cinéma, communication, c'est quelque chose qui me fascinait. Mais j'avais joué un petit peu au hockey plus jeune, mais je n'étais pas un grand sportif. Mais j'avais jamais vraiment exploité ce côté-là de la modification corporelle, du fait de changer son corps, l'endorphine après un entraînement, le cardio, la musculation. Je savais pas exactement comme les effets que ça avait. Puis là, tranquillement, pas vite, je voyais mon corps changer vraiment rapidement. Mon cardio s'améliorait, mes marches pour aller à l'autobus étaient plus faciles. Fait que là, je voyais comme ma forme physique s'améliorait vraiment rapidement. Puis ma routine de faire ma musculation dans un environnement du stade olympique que je trouvais inspirant. Tu sais, je me dis, il y a plein d'athlètes qui s'entraînent là. Je trouvais ça super excitant. Puis après, je faisais mon petit sauna sec. Puis après, j'allais au cégep. J'allais au cégep de Maisonneuve qui est comme à 5 minutes de marche. C'est là que j'ai comme commencé à avoir vraiment un effet boule de neige. Mais ça a été vraiment le fait que ce soit dans un stade olympique, je pense, que je trouvais un emblème du sport et tout ça. Puis je lisais beaucoup sur Internet. Fait que plus je lisais sur l'entraînement, plus j'avais le goût de m'entraîner. Plus j'avais le goût de m'entraîner, plus je lisais. Fait que ça faisait une espèce de boule de neige à ce niveau-là. Et alors, j'ai jamais été au Pro Gym, moi encore. Alors, je sais que ça fait plus de 2 ans et demi que je suis à Montréal. D'ailleurs, c'est assez marrant, mais on y reviendra. Tout le monde en parle comme le plus grand gym du Canada. Et en fait, Ouais. je sais pas ce que j'attends, quoi. Je veux dire, juste l'occasion de pouvoir y aller. Est-ce que c'est vraiment, pour ceux qui nous écoutent, notamment ceux qui sont en France, en fait, qui savent pas exactement ce que c'est quoi le Pro Gym, en fait? Je veux dire, ça représente quoi? C'est énorme. Le Pro Gym, je te dirais, c'est gros comme une ville. Là. C'est énorme. Honnêtement, c'est quelque chose de. Ben, si tu l'as dit, c'est le plus gros au Canada. Écoute, il doit avoir. T'as des anciennes machines, t'as des machines dans le temps du Atlantis, t'as des espèces de trucs qui sont plus old school, t'as des scènes de calisthenics où est-ce que tu peux t'entraîner, t'as des sections plus de powerlifting. C'est énorme. Juste faire le tour. Puis tu cliques, ça doit te prendre au moins comme 5 à 7 minutes, là, faire tout le tour du gym, c'est énorme. Puis tu as toutes sortes de. T'as vraiment une clientèle qui est éclectique, le fait aussi que c'est 24 heures, tu as vraiment de tout. Mais c'est là que tu as beaucoup de gros culturistes pros aussi qui s'entraînent là. C'est comme une espèce de go-to à Montréal, c'est dans l'est de la ville. Donc, c'est près des bouches de métro. Fait qu'il y a une accessibilité aussi qui est facile. Tu as un énorme parking aussi. Fait que les gens peuvent aller. Du stationnement, c'est rare à Montréal, vraiment. Fait que là, t'as un endroit pour te parquer. C'est près du métro. Fait que l'accessibilité est assez facile. Et c'est vraiment une place vraiment. C'est comme un peu. En Californie, là, l'espèce de Gold's Gym qu'il y a là-bas, qui est très emblématique, mais c'est sensiblement la même chose, mais au Québec, au Canada. Bon, alors, assez curieusement, tu vois, moi, ça fait donc 2 ans et demi que je suis installé à Montréal. Ici, je suis français, évidemment, ça s'entend, tout le monde l'entend. Et curieusement, alors, t'es le premier Québécois que je reçois sur le podcast. Ah ouais? Je me sens choyé. Oui, tu peux. J'ai eu d'autres personnes qui étaient invitées sur le podcast, qui étaient à Montréal, mais qui étaient français d'origine, en fait. Et une des questions que je m'étais notée, justement, par rapport à ça, je voulais en profiter, te demander,
Comment on devient ici, alors peut-être que j'en ferai un épisode plus complet plus tard, mais déjà en quelques mots, comment on devient coach sportif et kinésiologue, on dit kinésiologue ici au Québec, dans les grandes lignes à peu près, comparativement en France où j'en ai déjà parlé dans un ancien épisode du podcast. C'est une bonne question parce qu'il y a plusieurs. Écoute, tu peux pratiquer, tu peux être entraîneur si tu veux ici sans nécessairement faire un bac en kinésiologie. C'est sûr que si tu veux faire l'espèce de voie traditionnelle, tu vas au cégep, tu vas au secondaire, cégep, université dans un programme qui s'appelle la kinésiologie, qui dure 3 à 4 ans, tout dépendant de l'université dans laquelle tu travailles. Bon, là, ça va t'apprendre la cinésiologie de l'entraînement, la physiologie de l'entraînement, les mouvements, bon, tout ce qui est mouvement moteur, patromoteur, on touche un petit peu aux hormones, un petit peu à l'alimentation. Vraiment, on essaie de faire de toi un spécialiste, si tu veux, du mouvement humain. C'est un petit peu ça la kinésiologie, dans tout ce que ça découle. Par contre, il y a des gens ici qui peuvent devenir entraîneurs, si tu veux, fitness, même sans pas avoir fait ça du tout. Il y a pas vraiment d'ordre en ce moment des kinésiologues au Québec. Qu'est-ce qui se passe, c'est que n'importe qui peut un peu s'improviser entraîneur. C'est pour ça ici, c'est très contingenté. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que souvent les gens qui n'ont pas nécessairement beaucoup de formation, de compétences, ben ils peuvent prendre la place de d'autres personnes qui ont comme une certaine capacité, qui ont été vraiment à l'école, qui ont fait leur bac, qui ont travaillé, tout ça. C'est pour ça que des fois on voit des choses un peu qui font pas de sens, mais des fois c'est un peu farfelu ce qui peut se faire parce que souvent il y a des gens qui ont fait, exemple, une compétition culturiste, une fille qui a fait une compétition de fitness bikini, qui décide du jour au lendemain de devenir entraîneur parce qu'elle a une certaine visibilité sur les plateformes des réseaux sociaux. Puis elle se dit avec ça, je peux monétiser un peu mon apparence corporelle et je peux inspirer et charger d'autres femmes, d'autres hommes à prendre part au mouvement sans pour autant avoir les compétences requises pour le faire. Tu sais. Ok, et toi aujourd'hui, comment tu te définis par rapport à ça? Tu es kinésiologue, tu as une casquette d'influenceur, tu es podcasteur, tu fais des vidéos sur YouTube, tu motives, tu parles beaucoup aussi de coaching de vie ou disons fait d'atteindre ses objectifs dans plusieurs domaines autres que le sport, la prise ou la perte de poids. Comment tu te définis toi dans tout ce cercle-là? C'est une bonne question parce que j'essaie d'être moi-même à travers tout ça. Tu l'as dit, je touche à beaucoup de choses, mais un peu, je te dirais, la barrière auquel on se frappe au Québec, c'est qu'on est peut-être 6,5-7 millions de Québécois. Là-dessus, exemple, il y en a, mettons, peut-être 5,5 qui parlent en français. Fait que tu as 5 millions de francophones québécois. Là-dessus, la moyenne des études montre qu'il y a 10 à 15% de la population qui fréquente des salles d'entraînement, qui font vraiment de l'activité physique pour faire de l'activité physique. Fait que là, on parle d'environ peut-être 250 000 personnes. Fait qu'on a un créneau qui est relativement restreint. Donc, si je me dis, OK, j'ai mon entreprise FD Fitness, je fais des programmes d'entraînement, j'ai des employés avec qui rencontrent des clients pour leur faire des plans d'entraînement, des plans d'alimentation, bon, les faire bouger, tout ça. Si je me limite à ça, je vais manquer de visibilité. C'est pour ça que je me suis dit, OK, comment je peux aller chercher la visibilité? Ben, c'est à travers les réseaux sociaux. Puis là, à un moment donné, tu te rends compte, moi j'ai fondé mon entreprise en 2013, puis tu te rends compte qu'à travers le temps, j'ai sensiblement les mêmes questions en 2020 que j'avais des questions en 2013. Fait que là, tu te dis, à un moment donné, c'est assez pour rendre aliéné quelqu'un. Ce que je veux dire par là, c'est que ça peut m'arriver à tous les jours de répondre à la même question depuis 7 ans. Fait que pour ma santé mentale, il a fallu que je me donne d'autres défis. C'est pour ça que j'ai dit, je vais commencer à faire des podcasts, je vais commencer à donner l'information de façon orale pour que les gens, exemple, dans leur voiture, bon, ils regardent un petit peu ça. J'ai commencé à donner de l'information sous forme de YouTube, sur notre chaîne Félix Degg. Fait que oui, je parle d'entraînement, d'alimentation, de motivation, mais je me permets aussi d'aller dans d'autres sentiers parce que je me suis rendu compte qu'à travers le temps, seulement donner de l'information professionnelle, exemple, tu veux perdre du poids, tu veux prendre de la masse musculaire, voici comment y arriver, on ferme les livres, ça me ressemblait pas. J'aime le côté personnalisé un petit peu, j'aime le fait de mettre la personnalité de l'avant. Puis plus souvent qu'autrement, je me rends compte que les gens, c'est ce qu'ils apprécient. Ils vont me dire, écoute Félix, j'ai décidé de transiger avec toi parce que j'aime l'humain. En tout cas, je semble aimer l'humain qui est en arrière un peu du professionnel. Fait que je me suis dit, peut-être que le fait de me mettre de l'avant va amener d'une certaine façon une nouvelle clientèle. Et je me suis rendu compte qu'à travers le temps, j'ai développé aussi un plaisir à parler de d'autres choses que seulement l'alimentation, l'entraînement. Fait que des fois, je peux parler, comme tu l'as dit, motivation, santé mentale. Des fois, même, je mets ma vie de l'avant. J'ai plusieurs amis qui sont influenceurs. Moi,
qualifie pas nécessairement c'est comme mon travail dans la vie, c'est pas nécessairement plugger des produits, mais plus d'influencer les gens à faire des meilleurs choix au quotidien. Fait que c'est un petit peu là le mot influence que j'essaie de l'amener. Mais je me suis dit, les gens me disaient, mets ta vie de l'avant, mais j'ai encore de la difficulté à le faire parce que quand j'ouvre, exemple, ma caméra, un podcast avec toi ou XYZ, je me dis toujours, il faut que le contenu que je fais amène de la valeur aux gens qui l'écoutent. Il faut qu'il y ait une valeur à ce que je dis, sinon pourquoi m'écouter? Mais on se rend compte qu'en 2020, c'est pas toujours obligatoire d'amener une valeur à ce que tu dis. Des fois, c'est juste d'être toi-même que les gens aiment, un peu comme le phénomène des téléréalités. Fait que moi, en ce moment, je jauge entre les deux, entre l'espèce aspect un peu faire du contenu pour juste divertir, un peu télé-réalité et vraiment amener une valeur. Fait qu'en ce moment, je te dirais, je suis un peu à la croisée des chemins à savoir où me positionner entre ces deux-là. Fait que j'essaie de faire juste du mieux que je peux puis rester moi-même à travers tout ça, là. T'es loin d'être le seul à parler, pour revenir sur quand tu dis qu'on te pose toujours les mêmes questions, que ça soit en 2020, en 2013, ça j'ai l'impression qu'en fait c'est un petit peu comme si tout avait été plus ou moins dit dans la plupart des personnes, tu vois, les bases ont été posées, tout le monde a fait du contenu par rapport à ça, mais en fait les générations, alors je sais pas si c'est les générations qui passent et puis c'est des nouvelles personnes qui reposent exactement les mêmes questions parce qu'ils passent par exactement les mêmes cheminements, que ça soit pour atteindre ses objectifs en sport, pour guérir de blessures, etc. Ou alors tout simplement que ça soit les mêmes personnes qui 5 ans après posent encore les mêmes questions parce qu'ils sont toujours à la recherche de solutions miracles. Mais ça c'est quelque chose dans n'importe quel domaine, que ce soit le sport, la santé, le business ou n'importe quoi. Toujours l'impression que c'est les mêmes questions qui reviennent à chaque fois. Et alors bon, je comprends bien cette histoire d'essayer d'influencer positivement. Et ça me fait penser, est-ce que tu as commencé à avoir cet état d'esprit d'être influenceur, je mets ça entre guillemets, hein, pour faire grossir ton entreprise, parce qu'on en reparlera après, tu as une entreprise qui est FD Fitness, ou alors tu voulais d'abord avoir une notoriété et c'est ensuite que tu as créé ton entreprise où tu as utilisé la notoriété et ce que tu as apporté aux gens pour créer quelque chose derrière en termes de produits et services? C'est une super bonne question. Ma question est longue. Peut-être on va juste commencer par définir FD Fitness et ensuite peut-être que tu pourras développer la suite. En fait, FD Fitness, c'est quoi au départ quand j'ai lancé ça? On parle de 2013. Au Québec, il y avait personne encore qui avait vraiment touché à ça, touché au fait de prendre des réseaux sociaux, se mettre une caméra dans le visage, donner des conseils. Puis au début, je te dirais que ça a été un peu difficile parce que mes collègues étaient comme pourquoi tu fais ça gratuitement? Nous on charge pour ça. Fait qu'il y a beaucoup de gens de mon milieu qui n'ont pas aimé ce que je faisais. Puis je suis quelqu'un qui a quand même une personnalité divertissante. Puis souvent un professionnel, on voit quelqu'un qui est très protocolaire, très drabe, très voici ta prescription, merci, on se revoit. Puis moi j'ai une personnalité un peu plus éclatée à ce niveau-là. Fait qu'au début ça a été un peu plus difficile. Mais moi, ça faisait déjà 8 ans que j'étais dans le domaine. Là. Ça faisait déjà 8 ans que j'étais kinésiologue. Fait que pour moi, c'était de faire ce que je faisais au quotidien avec mes clients, mais de l'amener grand public avec une caméra dans mon visage. T'sais. Fait que moi, j'avais déjà une certaine notoriété dans mon domaine et j'ai utilisé cette notoriété-là pour la transiger sur les réseaux sociaux et tranquillement, bon an, mal an, il y a une popularité qui est venue avec. Mais pour venir à ta question, je n'ai pas utilisé ma popularité et par la suite essayer de me créer une notoriété parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs en ce moment, c'est ce qu'ils font. Ils se disent, OK, je vais me trouver comment je peux être populaire rapidement. Ils trouvent le type de photos qui va les rendre populaires sur les réseaux sociaux, aller dans une émission de télé-réalité où ils vont trouver les façons de devenir populaires rapidement. Et une fois qu'ils sont populaires, ils vont se servir de ça pour dire « OK, maintenant, je vais essayer de créer une notoriété par-dessus ». Mais ça dure pas. C'est pas durable. C'est des modes. Hein? C'est quelque chose qui dure pas super longtemps. Puis, je trouve que c'est pas nécessairement, personnellement, la bonne façon de le faire. Tu sais, deviens le meilleur dans ton domaine, démarque-toi des autres, travaille en silence, puis tranquillement, pas vite, la popularité va venir si tu es vraiment quelqu'un d'exceptionnel, puis ce que tu fais, tu le fais avec talent puis avec brio. Versus y aller à l'opposé. Ah, je vais faire un peu, je vais essayer d'aller chercher de la popularité, puis une fois que je vais avoir ça, je vais essayer de monétiser cette popularité-là. Il y a certaines personnes qui y arrivent, c'est une façon d'y arriver comme une autre, mais moi, je me sentirais inconfortable d'y avoir été de cette façon-là. J'aime mieux y aller de la bonne façon, le travail du début, travailler très très fort pour arriver peut-être à mon résultat. Mais tu sais, je te cacherai pas, Jérôme, que peut-être que si j'avais eu l'opportunité d'aller dans un show de télé rapidement, ça m'aurait peut-être fait avancer 10 années plus rapidement, mais j'aurais pas travaillé aussi fort durant ces 10 années-là. Fait que
des situations plus difficiles seraient arrivées à moi, ou est-ce qu'il aurait fallu que je puise dans mes ressources, j'aurais peut-être pas eu ces ressources-là qui se sont bâties à travers les années du hustling, de bâtir en fait ma notoriété. Oui, c'est plutôt le chemin d'avoir appris les compétences, etc., qui fait que tu en es là aujourd'hui, que tu as les connaissances que tu as acquis. Et puis peut-être aussi que si tu étais passé par un show télé, tu n'aurais peut-être pas attiré la bonne audience dès le début, et ça aurait été peut-être difficile ensuite de recadrer, d'essayer d'aller toucher les bonnes personnes. Parce que toi, les personnes à qui tu t'adresses, à travers ton compte Instagram, à travers tout ton contenu et également tes entreprises, il s'agit de qui? Est-ce que c'est, on va dire, un client type que tu essaies d'aider, ou plusieurs clients types? C'est une bonne question. En fait, au début, j'avais des personas, un peu comme tu amènes des clients types. J'avais, exemple, je te dirais, notre clientèle se situe entre 19 et peut-être 50 ans. 70% des femmes, 30% des hommes. Mais tranquillement, pas vite, je me suis aperçu que je voulais diversifier parce qu'on en parlait au Québec. On est une petite, il n'y a pas beaucoup de gens, c'est francophone, on n'est pas beaucoup. Donc, mon contenu doit être le plus diversifié possible. Fait qu'après, je me suis rendu compte que je devais un peu ouvrir les valves. Je donne un exemple. Sur YouTube, mon contenu est vu majoritairement par des hommes. Mes podcasts sont vus majoritairement, c'est 50-50. Et sur Instagram, c'est majoritairement des femmes. Et sur Facebook aussi. Fait que je me rends compte que tout dépendant de la plateforme où est-ce que je crée du contenu, je vais avoir des audiences avec des âges différents, avec des personnalités différentes. Puis écoute, tu pourrais regarder les clients qui rentrent chez nous, chez FD, puis autant des jeunes garçons de 19 ans qui veulent être meilleurs au football, qu'on va avoir une dame de 60 ans qui veut commencer à s'entraîner et à mieux manger. Fait qu'on a vraiment une diversité. Puis moi, quand je suis arrivé pour embaucher aussi les consultants qui travaillent avec moi, j'allais chercher aussi des profils qui sont différents pour avoir une offre de service qui est vaste. Fait que pour répondre à ta question, non, j'ai pas vraiment de persona très spécifique que je m'attaque, mais que je me dis, OK, je vais aller chercher cette personne-là. J'essaie juste d'aller chercher des gens qui sont en quête d'authenticité, qui veulent des vraies choses, qu'est-ce qu'on a de la misère à retrouver, puis qui veulent pas se faire vendre le rêve comme plusieurs gens les vendent sur Internet, comme la fille avec le corps de rêve, qui fait les belles photos retouchées, qui dit achète mon programme à 15$ et tu vas avoir la même rondeur de fessier que moi, parce que tu le sais, je le sais, c'est pas comme ça que ça fonctionne, la génétique, l'éthique, il y a tellement de choses qui rentrent là-dedans. Enfin, j'essaie d'aller chercher les gens, juste les rendre un peu plus éduqués à travers le processus. Puis je pense que c'est la meilleure façon de changer le monde. C'est plus que tu t'amènes des connaissances aux gens, plus qu'après sont meilleurs pour faire des meilleurs choix, puis qu'ils vont te suivre après à long terme, parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne se font pas mentir, ils ont l'impression vraiment qu'ils obtiennent la vraie information, dans le fond. Pour entrer justement un peu plus profondément là-dedans, c'est quoi les erreurs que tu vois le plus souvent, toi? Peut-être que ce qu'on te dit ou les clients que tu as directement, de ceux qui veulent améliorer leur physique, par exemple, les plus grandes erreurs que tu vois au Québec, et déjà ça, ouais. Les plus grandes erreurs, je te dirais, c'est d'aller suivre des modes alimentaires. C'est la première des choses. Fait qu'exemple, tu as Mario qui pèse 200 livres, qui est à 40% de graisse, qui boit 3 Pepsi par jour, mais qui a lu dans le journal de Montréal que la diète keto faisait maigrir, cétogène. Fait que là, demain matin, il se dit qu'il veut embarquer sur une diète cétogène, mais il connaît rien de rien de rien. Il sait pas que c'est une diète à la base qui est faite pour traiter des maladies, exemple neurologiques, ou pour aider dans certains types de cancers glycodépendants en parallèle, en partenariat avec un médecin. Fait que c'est que les gens suivent des trends alimentaires puis se font vendre un peu n'importe quoi. Je ne sais pas si c'est propre à nous ou c'est propre à partout. Tu sais, on repense à Atkins dans le temps. Où il y a eu des modes alimentaires, il y a le jeûne intermittent. Les gens prennent quelque chose qui est très spécifique, qui est très niche, puis essaient de le rendre très mainstream. Parce que le problème, c'est qu'il y a des gens qui se rendent compte que c'est dur de monétiser bien manger. Tu sais, mange équilibré, bois assez d'eau, dors bien, aime la vie. Tu peux pas vraiment faire de l'argent avec ça. Parce que si je te dis, achète mon plan alimentaire avec le jeûne intermittent mêlé à des diètes cétogènes, avec un petit peu de magie voodooïsme, là, c'est excitant, ça a l'air différent. Puis, tu sais, je te donne un exemple. La semaine passée, il y a un monsieur qui est venu me voir et qui m'a dit Félix, j'aimerais ça savoir comment m'alimenter. Je ne sais pas comment je devrais manger. Le monsieur a 53 ans, il est en forme. J'ai le goût de dire, ce que j'ai dit, écoutez, monsieur,
vous avez 53 ans, vous êtes en bonne forme physique, qu'est-ce que vous avez fait depuis 53 ans qui a fonctionné? Ben, continuez à le faire, ça fonctionne bien, tout va bien, mais les gens sont tellement bombardés d'idéaux avec l'accès à l'information qu'ils ont l'impression qu'ils sont mêlés comme un jeu de cartes, ils ne savent plus quoi faire, ils sont comme « Ah, ce que je fais, c'est pas bon, mais pourtant, ça a toujours fonctionné. » Tu prends des gens qui ont vécu jusqu'à 100, 102, 105 ans, ils étaient pas, tu leur demandes c'est quoi le secret de ton succès, c'est pas je mangeais sur une fenêtre de 8 heures, je faisais des cardio à jeun le matin, mais non, mon stress était bas, je mangeais des petites quantités, je mangeais un peu de tout, je me gâtais de temps en temps, j'étais actif, puis j'étais le moins stressé possible, tu sais, éventuellement. Là. Ok, et j'avais posé cette question, je sais plus, dans les premiers podcasts, je sais plus exactement lequel, ou peut-être que je l'ai posé plusieurs fois. Toi, c'est quoi les erreurs que tu vois alors ici, ça va être peut-être intéressant de faire un comparatif par rapport à en France. C'est quoi les erreurs que tu vois directement au gym, en salle de sport, des trucs qui te font halluciner, quoi. Qui te font halluciner, ou en tout cas qui te disent putain, il y a encore, j'ai encore pas mal de monde à toucher et à influencer d'une certaine manière. Si tu savais, Jérôme, combien d'erreurs que je vois, là. J'essaie de m'entraîner comme ça parce que sinon, comme j'ai le goût d'aller voir tout le monde et les corriger, puis je sais que je peux pas le faire parce que je vais avoir l'air en tout cas, peu importe. La première erreur là, que je vois, c'est les gens qui font de la coiffe des rotateurs comme ça, là, avec juste un poids libre. Ouais, alors ouais, c'est ça, parce qu'il y aura peut-être pas la vidéo dans l'audio, c'est ça. Il faut s'imaginer que la personne, donc elle a un poids dans la main, bras à 90 degrés, et qu'en fait elle fait des rotations de bras, de l'humérus comme ça, et sauf que la tension elle est appliquée vers le bas puisque l'haltère elle suit la gravité, on va dire. Exact. Et effectivement, c'est d'une inutilité absolue en fait. Exact. Ça, je pense que c'est le numéro un. S'il y a quelque chose que ça travaille, c'est peut-être ton brachioradial puis juste ta poigne. Là. En isométrie, mais surtout que les gens ils le font avec 10 livres, donc ça n'a aucun intérêt. Exact. Ça, je te dirais, c'est quelque chose que je vois le plus et qui me fait le plus grincer des dents. Puis en plus de ça, les gens mettent de l'intensité. Je les vois, là, ils sont sûrs que ce qu'ils font, c'est... Anyways, ça, je te dirais, c'est une des grosses erreurs que je vois. Sinon, des amplitudes réduites de mouvement. Ça, c'est comme exemple, je sais pas, des triceps extensions, puis la personne fait ça comme ça. Comme des mouvements qui sont pas complets, mais même pas dans des courbes de force spécifiques. Là, juste comme, ils savent pas trop ce qu'ils font les mouvements à moitié. Ça, je trouve je capote à chaque fois. Les phénomènes de compensation, on dirait que les gens sont au Cirque du Soleil quand ils s'entraînent parce ils bougent, ils font un peu tout. Fait qu'il y a des prennent de l'élan, force incroyables. Fait que ça, je trouve ça fou, là. Ouais, non, c'est vrai. Et tu penses quoi, par exemple? Bon, là, tu parlais peut-être de quelqu'un qui faisait des mini-mouvements parce que il sait pas trop s'y prendre, en fait. Mais toi, quel est ton regard par rapport aux diminutions d'amplitude? Mais d'un point de vue, quand tu t'adaptes l'exercice un peu à ta morphologie, tu vois, quelqu'un qui va avoir des segments très longs. J'en ai régulièrement parlé sur le podcast, surtout de morpho-anatomie. Je renvoie tous ceux à écouter le podcast avec Rudy Koya, par exemple. On en a parlé longuement. Tous ceux qui ont des longs bras, admettons, tu vois, lorsqu'ils vont descendre la barre ou les haltères au développé couché, ils vont pas nécessairement descendre tout en bas parce qu'il va y avoir un gros étirement de l'avant de l'épaule. Et toi, quelle est ton approche par rapport à ça? Est-ce que tu t'en sers? Oui, je suis 100% d'accord avec ce que tu amènes comme point. Tu sais, moi, je le réfère beaucoup, pas dans les mêmes termes que toi, mais je parle beaucoup des courbes de force. Exemple, quand tu fais un mouvement, est-ce que la tension dans ton muscle est la plus haute quand ton muscle est étiré au milieu du mouvement ou quand la portion est raccourcie? Je te donne un exemple. Admettons, je fais des pectoraux, je fais en français, des flies, c'est des... je sais pas comment appeler ça. Écartés, oui. Écartés couchés peut-être ou écartés à la machine. Oui, exactement. Ouais. Exact. La tension maximale est quand mon muscle est le plus étiré. C'est là que ça va être le plus difficile. Puis ici, à cause de la gravité, il n'y a plus grand-chose qui se passe. Si je le fais sur mettons, un cable crossover ou un pec deck, je ne sais pas comment on appelle ça. Avec les poulies, les poulies. Exactement. Du vis-à-vis. Je crois qu'en français, ça doit être du poulie vis-à-vis, en fait, pour les pecs. OK, good. Donc là, la tension maximale va être à la fin du mouvement, quand c'est vraiment plus proche. Puis exemple, un développé couché, ça va être au milieu. Fait que pas trop étiré, pas trop contracté. Fait que je peux jouer avec mes courbes de force. Je m'assure toujours dans un programme que je vais frapper mes 3 courbes de force par groupe musculaire. T'sais. Fait que ça, c'est une bonne façon de travailler. Puis la même chose, comme tu dis, si quelqu'un a des longues jambes, des longs bras, ben c'est sûr son squat sera pas le même morphologiquement. Fait que je suis 100% d'accord par rapport à ça. Puis je pense que l'individualisation, c'est de la clé. Tu sais, je pense que chaque mouvement dans un gym, à part notre espèce de relation, a sa raison d'être si c'est adapté à la personne. Le problème, c'est que les gens
les gens font juste des mouvements dans la facilité. Je pense qu'adapter ces mouvements avec des courbes de force, c'est bon pour rendre l'exercice le plus difficile. Je te donne un exemple. Est-ce que si tu fais un mouvement puis que ta tension maximale, c'est dans ta mouvement maximal, c'est, mettons, quand tu fais, mettons, un curl avec une poulie, avec un certain angle, c'est quand tu es en flexion complète, mais c'est de le tenir 1 ou 2 secondes. Fait que c'est de maximiser aussi les isométries dans des moments où est-ce que le muscle est en position contractée maximale ou étirée, où est-ce que la tension est maximale. De cette façon-là, tu vas venir augmenter ta force, tu vas venir aussi augmenter ta capacité de contraction musculaire en travaillant ton muscle dans des positions qui sont les plus défavorables possibles. Donc si je comprends bien, tu m'as dit que tu travaillais le muscle sur différentes phases de contraction, de courbe de force. Donc admettons, si on prend un exemple concret pour on va prendre le biceps. Mm-hmm. Tu vas faire exécuter un exercice genre comme le curl, aux haltères ou à la poulie. Un autre exercice peut-être qui va être du curl incliné pour avoir ou alors du curl avec une poulie, peut-être avec le bras vers l'arrière pour avoir un étirement maximum. Exact. Et un autre qui serait en milieu de course où on essaierait d'avoir la tension au milieu du muscle. Comme exemple un Scott curl ou un preacher curl, je ne sais pas comment vous appelez ça, avec le banc en avant comme ça, puis on tire, pupitre. Le banc tape. Ouais, pupitre en français. Exact. Dans des termes. Donc là, la tension... Donc là, la tension va être vraiment quand je suis en haut, tandis que comme tu disais, incliné avec une poulie, la tension est vraiment plus vers le bas. Puis un curl, avec une barre, la tension va être vraiment à 90 degrés. T'sais. Fait que j'essaie d'inclure ces 3 courbes de force-là pour m'assurer que le muscle travaille toujours autant. Parce que souvent, tu vas voir des gens qui sont dans un mouvement, exemple, je ne sais pas, ils font, mettons, des pectoraux, ils vont faire exemple, des fly, là, ce qu'on expliquait tantôt, je ne sais pas comment tu appelais ça. Ouais, les écartés. Ouais, puis ils vont faire du bench. Puis ils vont faire des fois, ils vont faire des mouvements avec des poulies, mais ils vont s'avancer très, très loin en avant de la poulie. Fait que la tension va être quand même au début du mouvement. Puis quand tu leur donnes des exercices où est-ce que les poulies sont quasiment à la même distance que leur corps, puis que la tension est vraiment, quand le muscle est le plus raccourci possible, ils vont être super faibles, ils vont shaker parce que leur courbe de force, leur muscle est très fort en position étirée, en position semi-contractée. Mais là, ceux qui sont en position raccourcie sont super pas forts. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui veulent prendre du muscle, mais qui laissent plein de gains sur la table parce qu'ils sont pas capables de potentialiser certaines fibres qui sont dormantes dans certains mouvements qui se fait. La même chose pour le quadriceps, peut-être rendre ça plus imagé. Un squat, la tension va être vraiment comme divisée court et long, fait qu'au milieu du mouvement. Un leg extension, une extension du genou. Oui, ça leg extension, Exact, ça va être à la fin du mouvement quand la jambe est droite. Puis, exemple, un leg press ou une presse à cuisse, ça va être quand la jambe est la plus près de notre corps. Ça va être vraiment quand le muscle est étiré. Fait que souvent, moi, je vais commencer, exemple, je peux commencer avec une pré-fatigue, un leg extension. Fait que là, je vais travailler dans le mouvement le plus raccourci où est-ce que le quadriceps est peu souvent sollicité. Hein. C'est rare que notre tension maximale est quand la jambe est droite, à moins que tu kicks un ballon de soccer vraiment fort, je sais pas. Après ça, je vais aller peut-être chercher un squat où est-ce que j'ai un hybride des deux et je vais finir avec un leg press, une presse à cuisse où est-ce que le muscle, lorsqu'il est étiré, est plus souvent qu'autrement le plus fort. Fait que je vais m'assurer d'avoir une courbe de force qui est travaillée dans 3 angles différents pour mon quad. Ok, bon, je pense que ça donnera une petite idée de comment on s'entraîne au Québec. Enfin, au Québec, non. En tout cas, avec Félix, ça c'est sûr. Ouais. Ça donne une idée. J'aime bien demander un petit peu quelles sont les différentes approches. Ça donne une espèce d'image mentale de tout ce qu'il existe. Et puis ensuite, chacun fait ses tests, chacun fait ses choses. De toute façon, ceux qui écoutent ici, c'est parce qu'ils ont envie de progresser, d'apprendre des choses. Je vais sauter peut-être un peu du coq à l'âne, comme on dit. Il y a quelques semaines ou même quelques mois, tu avais fait un podcast où tu parlais de cannabis, de performance, etc. Moi, j'ai trouvé ça intéressant et ça m'a fait avoir quelques questions. Alors évidemment, j'ai pas tout retenu et puis ça va donner l'occasion de reposer des questions peut-être pour les auditeurs du podcast ici. Déjà, alors c'est un truc qui est légal maintenant au Québec ici, le cannabis, donc THC et le CBD. Alors déjà, pour reprendre, c'est quoi le THC, c'est quoi le CBD, c'est quoi les différences entre tout ça? En fait, tu as deux substances actives dans du cannabis. Tu as du THC, qui est la substance, je te dirais, psychoactive. Fait que, c'est ce qui va donner l'effet d'euphorie, de buzz,
Bon, ce que les utilisateurs de cannabis vont rechercher, là, l'effet de la drogue. Et le CBD, qui est une autre substance active du cannabis, mais qui va venir souvent tempérer parce qu'ils ne vont pas se joindre sur les mêmes récepteurs que les récepteurs où est-ce que le THC va aller. Ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, l'effet psychoactif qu'on connaît au cannabis, le THC qui va donner et non le CBD. L'aspect un peu détente, comme moins d'anxiété, un phénomène un peu de feel good où les gens se sentent mieux, c'est souvent le CBD qui va donner cet effet-là. Ce qui se passe, c'est que quand c'était illégal, t'achetais du cannabis de ton dealer préféré, celui que tu trouvais le plus sympathique ou le moins cher, mais tu savais pas vraiment à quoi tu avais affaire. Il était bon ou il était pas bon, mais tu savais pas trop pourquoi. Il y a des gens qui disaient, moi, j'aime pas fumer du cannabis, il y en a d'autres qui disaient, j'aime ça, ou ça, c'est pas une bonne batch ou peu importe, mais ce qui arrivait, c'est que souvent, quelqu'un qui consomme du cannabis qui est haut en THC, mais qui n'a pas de CBD à l'intérieur, ben c'est un cannabis qui va être très fort au niveau psychoactif, donc il va donner un effet de buzz très intense, mais qui n'aura pas le CBD pour venir tempérer le THC. Le cannabis sert à tempérer les récepteurs de THC. Quelqu'un, exemple, pas qui bat triple, c'est rare que j'ai vu ça, mais qui n'a pas un trip qui est agréable sur le cannabis, c'est souvent un cannabis qui a un faible taux ou qui n'a pas de CBD à l'intérieur. Parce que le CBD, elle joue comme antagoniste au THC, si tu veux. Il va venir t'empêcher d'overcapper ton THC parce qu'il va se connecter sur d'autres, il va se loger sur d'autres récepteurs spécifiques, les CB1, CB2, qui va empêcher l'effet d'overlapper dans ton corps, donc il va t'empêcher d'avoir l'effet, si tu veux, négatif de ça. Par contre, quelqu'un qui recherche un buzz très, très fort, veut vraiment avoir un effet très fort, ben, il ne veut pas un cannabis avec beaucoup de CBD parce que ça vient tempérer l'effet du cannabis à ce niveau-là. Et ça serait quoi l'intérêt chez un sportif où, j'imagine c'est plus pour améliorer la récupération, mais quel serait l'optimisation, enfin l'intérêt pour optimiser les performances ou pas? Enfin, je veux dire, toi tu l'as testé et qu'est-ce que tu en as retiré? Ben, je dirais que moi, ce que je trouve très intéressant, c'est maintenant, on a vu qu'on a un accès, vu que c'est légal, on peut avoir un accès vraiment exactement à ce que tu veux acheter. Et maintenant, il y a du cannabis qui se vend uniquement en CBD avec 0 THC. Donc, c'est vraiment étrange pour quelqu'un qui n'a jamais vécu ça, parce qu'exemple, quelqu'un va fumer un joint ou va fumer du cannabis, mais n'aura aucun effet psychoactif. Fait qu'il va fumer, il va finir avec comme OK, il ne se passe pas grand-chose, mais l'affaire, c'est que toute la consommation, c'est le CBD qui est absorbé. Donc, sans s'en rendre compte ou en s'en rendant compte, la personne va juste être plus détendue, sans effet de buzz, va mieux dormir, va baisser le cortisol. Le CBD a été prouvé de baisser le cortisol, qui est l'hormone du stress. Fait que quelqu'un qui est très anxieux, qui est stressé, qui a une difficulté avec sa récupération musculaire ou même son système nerveux parce qu'il fait des entraînements à haute intensité, aller chercher un cannabis très haut en CBD va l'aider justement à aller chercher la récupération. Parce qu'il y a toujours le concept du yin et du yang, là. Fait que, où on est très excité, on détruit, on est dans l'espèce de hyper-énergie, ben, il faut que l'autre côté arrive, le côté relaxation, détente, pour garder un équilibre au niveau de la progression. Puis la réalité, c'est que dans nos vies aujourd'hui, on est surstimulé. Il y a beaucoup de choses qui se passent, nos téléphones cellulaires, les réseaux sociaux, le travail, le boulot, la job. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens vont consommer du CBD, vont avoir une opportunité ou la capacité d'avoir une meilleure récupération et un meilleur sommeil. Par contre, le seul bémol qu'il faut faire attention avec le cannabis, c'est que ça peut créer, à cause que ça va être filtré par le foie aussi, ça peut créer un effet de féminisation, comme l'alcool peut créer. Fait que c'est faire attention. Quelqu'un qui a une prédisposition à faire beaucoup, exemple un homme qui va avoir un taux d'estrogène, d'estradiol qui est plus élevé, il faut faire attention parce qu'il peut avoir une conversion de testostérone en estradiol qui peut être nuisible parce que ça t'empêche de bien potentialiser ta testostérone de 1 et de 2, tu peux avoir certains effets secondaires. Là, je ne me rappelle plus des études à quelle comme quantité de grammes il faudrait consommer à tous les jours pour avoir effectivement une conversion de testostérone en estrogène. Et ce qui arrive, c'est que c'est propre à chaque personne. C'est une question de récepteur, c'est une question de génétique, mais c'est juste de le garder en tête là, au niveau. Si on utilise vraiment le cannabis uniquement dans des fins de potentialisation de sa santé thérapeutique, juste l'avoir vraiment en arrière-fond. Ouais, c'était mon interrogation parce que ça paraît toujours très beau comme ça. Est-ce que, étant donné que c'est quelque chose qui est légal depuis pas très longtemps, est-ce qu'il y a assez d'études par rapport à ça? Je veux dire,
Parce que les effets on les ressent, mais si on veut de la littérature scientifique ou alors si on veut des expériences, des statistiques, est-ce qu'il y en a beaucoup? Puis t'amènes un bon point, pas vraiment. T'as beau faire le tour sur PubMed ou tu regardes un petit peu ce qui se fait en ce moment, c'est limité parce que c'était mal vu d'étudier quelque chose qui est illégal. La même chose pour des stéroïdes anabolisants, la même chose comme pour plein d'autres choses. C'est difficile. Puis parce qu'à la base aussi, c'était difficile de trouver une qualité puis une pureté. C'est difficile tu sais, quelque chose, si c'est pas standardisé, c'est difficile de pouvoir l'étudier de la bonne façon. Tu sais, si je me dis, OK, je vais tester, exemple, je vais tester du cannabis, on va regarder les effets, mais ça a été coupé avec d'autres choses, ça a été mis avec plein d'engrais chimiques, on a altéré un peu la molécule, pour exemple, que ça pousse plus vite, pour que ça se vende plus vite au poids. C'est difficile. C'est la même chose pour la testostérone. On a beau sortir toutes les statistiques qu'on veut. Oui, on peut être sur un remplacement de testostérone en thérapie par son médecin, ou on peut s'en faire prescrire, mais la majeure partie des sportifs qui consomment, exemple, de la testostérone en injection, que ce soit un long ou un court ester, bien souvent, ça va être dans du marché noir. Puis le problème avec le marché noir, c'est de la testostérone, c'est pas cher à faire, c'est pas cher à acheter, mais le problème, c'est que souvent, ça va être couplé avec certains types d'alcool pour que ça coûte moins cher ou tu n'auras pas le dosage que tu veux. Quelqu'un, un sportif, par exemple, qui veut augmenter son tissu musculaire, qui fait pas, exemple, de la compétition testée, exemple du culturisme ou quoi que ce soit, va acheter, exemple, une bouteille de testostérone sur le marché noir, qui va être, exemple, 200 mg de testostérone par millilitre sur une bouteille de 5 millilitres. Mais l'affaire, c'est vu que c'est fait au marché noir, la personne, c'est pas un scientifique, c'est pas un chimiste qui a fait ça, là. Fait que ça se peut que des fois, une bouteille ait 280 mg par millilitre, puis un autre ait 130 mg par millilitre. Donc, c'est très difficile de tester une matière qui est comme ça, tu sais. Fait que c'est là que ça devient difficile quand quelque chose est illégal. Bon, alors j'en profite pour rebondir justement. Alors ici, tu vas me dire si je me trompe, parce que tu sais, il y a des mythes qui se baladent, tu vois, notamment entre France, Canada, etc. On va pas parler de la France, de ce qui se passe en France là tout de suite, là, en ce qui concerne les stéroïdes, etc. Mais il y a une espèce de mythe. Il y a un truc que j'ai déjà entendu plusieurs fois, et ben je vais justement te poser la question pour savoir. Apparemment, au Québec, le mot naturel n'a pas la même signification qu'en France. Je m'explique. En France, quand on dit athlète naturel, ça veut dire qu'il n'a jamais rien pris. Il n'a jamais rien pris, stéroïdes, hormones, de quoi que ce soit, même des produits pour sécher, etc. Il n'a jamais rien pris. Et il y aurait il y aurait un mythe ou je sais pas, quelque chose qui revient, que au Québec, quand on dit naturel, ça veut dire qu'on n'a jamais utilisé de GH, l'hormone de croissance, mais qu'on peut très bien avoir utilisé des stéroïdes. Tu vois, quelqu'un peut se dire oui, je suis naturel, alors qu'il utilise des stéroïdes, mais qu'il n'a pas utilisé d'hormones de croissance. Est-ce que c'est vrai ça? C'est une bonne question. Moi, c'est pas quelque chose que j'ai vu. Moi, les gens qui disaient qu'ils étaient naturels, c'est des gens qui utilisaient, exemple, des suppléments naturels. Fait que, bon, créatine, multivitamines, minéraux, ces choses-là. Mais quelqu'un qui est pas naturel, ben, j'y allais un peu dans le même sens que toi. Quelque chose qui est pas légal, qui est pas banni, qui est pas naturellement utilisé. Par contre, tu amènes un bon point actuellement. Puis là, je vais faire un bémol avec nos voisins du Sud, les États-Unis. La thérapie qui est la plus prescrite aux États-Unis, c'est la TART, qui est testostérone remplacement thérapie. Donc, c'est remplacer sa testostérone naturelle par une testostérone qui est synthétique. Mais là, j'amène la question, est-ce que si quelqu'un embarque sur un TART, testostérone remplacement thérapie aux États-Unis, et que ses marqueurs de testostérone, exemple, je dis n'importe quoi, il faut être entre 9 et 25, puis lui, il se tient entre 22, 23, mais il prend une testostérone qui est synthétique parce que normalement, naturellement, il serait autour de 10-12. Est-ce qu'il est naturel? Là, on dit, il l'est pas, mais ses prises de sang nous montrent que peut-être qu'il l'est. Parce que, tu sais, une testostérone peut être affectée par l'âge, peut être affectée aussi par des dépressions, peut être affectée par un manque de sommeil, un stress. C'est pour ça que je trouve que la ligne est très mince, tu sais, entre qu'est-ce qui est naturel ou pas en bout de ligne. Mais tu amènes un bon point. Moi, je vais dans la même optique que toi. Ce que j'avais entendu, c'est que naturel, c'était vraiment plus au niveau de suppléments naturels et que quand quelqu'un décidait d'aller plus dans des anabolisants, c'est là que ça devenait moins naturel. Parce que, écoute, de l'hormone de croissance, c'est très cher. C'est pas si facile que ça à s'en procurer. Puis, c'est pas quelque chose que moi, je vois beaucoup de gens consommer parce qu'on parle de. Ça peut coûter entre 400 et 900 $ par mois. Là, fait que c'est quand même onéreux. En tout cas, ici. Là.
Pour revenir sur cette histoire de TRT, c'est vrai qu'aux États-Unis, en tout cas, c'est prescrit sur des personnes qui ont un certain âge, qui justement ont normalement un niveau de testostérone qui est bas, et considéré comme un petit peu handicapant dans la vie de tous les jours. Hein. Donc, je sais pas, quelqu'un qui aurait 50 ans, on lui dirait, bon, ben tiens, on te prescrit une TRT, justement, parce que, ou alors les anciens bodybuilders qui ont utilisé beaucoup de produits et qui n'arrivent plus à en sécréter eux-mêmes. Mais non, bon, c'était juste une question par curiosité. Je veux pas nécessairement continuer là-dessus. Je pense que j'ai déjà parlé de stéroïdes dans d'anciens podcasts et c'est pas le sujet du jour. Par contre, si on reste sur le côté un petit peu santé, moi il y a une question que je voulais te poser parce que j'écoute ton podcast. Hein, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Ouais, donc je trouve très intéressant, mais je le redirai au bon moment. Toi, tu t'es arraché un biceps il y a peut-être 2 ans maintenant, c'est ça? Et j'aimerais comme j'essaie quand même de tourner autour de la santé, de la prévention de blessures et de la guérison, et que j'ai jamais abordé d'arrachement de biceps, c'est parfait. J'aimerais peut-être que tu nous dises comment c'est arrivé, dans quelles circonstances, et comment tu t'en es sorti, et si aujourd'hui tu fais attention, ou quelles sont tes habitudes maintenant par rapport à ça? En fait, je m'entraînais, c'était un vendredi après-midi. J'étais en train de faire l'exercice, le curl pupitre. Moi, je suis quelqu'un qui est hyper lax des bras, mais j'avais jamais remarqué parce que j'avais déjà une bonne masse musculaire au niveau des bras. Fait que c'est dur de voir que tu es hyper lax d'un muscle quand tu as quand même une bonne densité musculaire. Fait que ce que je veux dire par hyper lax, c'est que je suis capable d'aller au-delà de mon amplitude de 180 degrés. Donc, je faisais mon mouvement pendant malin, puis je prenais quand même assez lourd. J'étais dans une phase d'intensification. Je pense que je faisais du 4 à 6 répétitions, puis j'ai toujours été très fort pour les bras. Fait que j'avais une charge qui est assez haute. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que en faisant le mouvement, lorsque je suis arrivé en bas, que j'ai passé de ma phase excentrique à concentrique, j'ai juste senti un petit pop et le tendon a sectionné au niveau distal, puis le poussé a ouvert en deux. Fait que dans les 2 chefs du biceps se sont séparés, puis le tendon a arraché. Donc sur le coup, ma douleur était haute, mais c'était plus que je savais ce qui s'en venait, tu sais. Par la suite, j'ai mis de la glace, j'étais allé chez moi, puis là, je voyais vraiment, je commençais à devenir bleu. Fait que là, je voyais vraiment que, OK, il y a vraiment quelque chose, j'ai vraiment une rupture. Fait que là, je suis allé voir un spécialiste, un médecin. Là, ils m'ont passé un scan, ils ont dit effectivement, ton tendon est arraché à 97%, puis ton bicep ouvert. Fait que là, on a fait des tests, tout ça. J'ai été opéré comme 4-5 jours plus tard. Donc, ils sont venus comme ouvrir l'avant-bras, ils ont été rattachés le tendon avec une vis. Puis pour moi, c'était vraiment important que, esthétiquement parlant, ça paraisse pas vraiment. Que mes attaches, parce que j'ai une attache de biceps qui est très basse dans mon bras, puis je veux pas, en étant sur les réseaux sociaux, tout ça, je veux dire, mon physique est quand même important pour mon travail. Fait que moi, je disais, je peux pas me ramasser avec un biceps 1,5 pouce plus haut que l'autre. C'est pas grave, mais pour quelqu'un qui travaille avec son image, c'était moins évident. Fait qu'il a dit, parfait, je vais m'occuper de ça. Fait qu'ils m'ont rattaché vraiment, le médecin a fait vraiment un bon travail. Puis par la suite, j'ai été dans un plâtre et tout ça. Le seul problème, c'est lorsque j'ai récupéré de cette journée-là, ils m'ont donné 2 types de médicaments, mais que je pense que les infirmières se sont trompées à l'hôpital, m'ont donné 2 médicaments qui n'ont pas une bonne interaction entre les deux. Fait que je suis tombé en insuffisance respiratoire. Fait que j'ai eu des problèmes, j'ai eu des complications à cause des médicaments, puis ça a fait que mes enzymes hépatiques de mon foie ont monté comme à 500% plus haut que c'est supposé. Fait que pendant 3 semaines, en plus d'avoir à prendre des Tylenol qui sont quand même difficiles pour le foie, des anti-inflammatoires, je n'étais pas capable de manger, fait que j'ai perdu comme 26 livres en comme 3 jours, en comme 2 semaines environ. Fait que ça a été un moment qui était difficile. J'ai commencé à faire de la physiothérapie par la suite. Je suis revenu tranquillement pas vite avec la réhabilitation. Aujourd'hui, mon amplitude est parfaite, mais tout ce qui est muscle d'avant-bras, veux pas, ils ont compensé à un certain moment parce qu'ils étaient à faire la flexion du coude. Fait qu'ils ont compensé pendant un certain moment parce que mon bicep était inapte. Fait qu'aujourd'hui, j'ai encore une légère douleur, je te dirais, au bicep. Parce que mes avant-bras prennent beaucoup de charge, il faut que je me fasse traiter quand même. Et ma force est revenue, je te dirais, à peut-être 90% autour de ça. Là. Est-ce que tu as modifié ton entraînement ou des exercices que tu as adaptés depuis?
Ouais, ben en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai toujours eu des boutons en musculature, j'ai toujours eu un biceps qui était quand même bien développé. Fait que c'était pas pour moi un muscle que je voulais mettre tant l'effort dessus. Fait que c'était un peu l'opportunité que j'ai eue de faire d'autres choses. Fait que j'ai adapté. J'essaie tout le temps de rester sous max. Je vais pas aller à l'échec musculaire avec mes bras maintenant. Je vais plus les travailler de façon indirecte. Fait qu'en faisant, exemple, des mouvements de tirage pour le dos, des choses comme ça. Je vais quand même mettre des muscles de biceps. Parce que je me suis rendu compte qu'un bout de temps, j'étais comme, bah, je ne mettrai plus d'exercices isolatoires pour mes biceps. Premièrement, ça me sert à rien vraiment au niveau de mon physique. Puis deuxièmement, j'en ressens pas le besoin. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que mon bicep, tranquillement pas vite, il commençait à devenir pas hypotonique, mais qui était moins dur que l'autre. Pourquoi? Parce que j'avais de la misère avec mon système nerveux à contracter mon bicep de la bonne façon. Je me suis rendu compte, OK, non, il faut quand même que je mette des exercices isolatoires sur une base régulière. Pas pour l'esthétique, mais plus pour la santé générale de mon bras. Fait que je te dirais que c'est la modification que j'ai faite. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi une petite appréhension de te dire si j'utilise mon biceps, si je force à un moment donné, j'ai peur que ça repète derrière j'imagine que ça doit être la peur numéro un, quoi. Ah, définitivement, parce que tu sais, même si ton orthopédiste te dit non, 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 c'est bien soudé, la vis, tu te dis quand même que c'est une vis chirurgicale qui le tient, là, c'est pas un vrai tendon. Fait que c'est sûr que je veux pas, ça me reste toujours en tête, puis j'ai pas nécessairement l'intérêt, comme tu sais, plus je vieillis en âge, j'avance. Comme là, ce mois-ci, j'ai fait des répétitions dans l'ensemble de mon workout, j'avais des répétitions qui étaient basses, 5-6 répétitions. Tu sais, je suis quand même fort, mais j'étais comme à quel point c'est important pour moi. Je ne ferai jamais de compétition de powerlifting. Je ne vais jamais comme utiliser ma force pour gagner des prix ou etc. À quel point j'ai besoin d'être fort dans la vie. Pas vraiment, versus les blessures que ça peut engendrer. Fait que mon approche à la musculation aussi, je tente à changer en vieillissant, là. Et aujourd'hui, justement, ton parcours santé, est-ce que tu vois des spécialistes? Est-ce que tu vois des professionnels pour ton biceps? Peut-être pour la récupération, pour continuer la récupération, mais d'un point de vue général, je sais que t'avais mentionné à un moment donné que t'essayais d'avoir des bilans peut-être ou des bilans sanguins ou des choses comme ça pour maintenir quelque chose que j'ai fait moi-même récemment d'ailleurs. J'ai pas de souci particulier, mais tu sais, à force d'avoir de la conscience qui s'augmente par rapport à tout ça, t'as envie de bien faire les choses. Et toi qui es un peu professionnel du fitness, professionnel du bodybuilding, de la musculation, de la remise en forme, c'est quoi ton parcours? Tu vois des kinés, des ostéos, des naturos Je vois un ostéopathe, je te dirais, à tous les 3 mois. Mon physiothérapeute, peut-être à tous les 2 mois environ. Puis à tous les 6 mois, j'ai un médecin en médecine privée là, pour faire vraiment mes prises de sang, regarder mes bilans sanguins complets, mon profil hormonal, ma testostérone, mon foie, un peu tout ça, juste pour m'assurer d'être tout le temps optimal parce que je me rends compte que si ma machine est optimale, puis dans ma tête, ça va bien. J'ai aussi un psychologue aussi sur une base régulière, là, un petit peu moins depuis quelques mois, mais je trouve ça important d'avoir un aspect corps et esprit ensemble. Tu sais, on est une unité, on travaille dans un tout. Fait que s'il y a quelque chose qui cloche, tout cloche. Fait que j'essaie vraiment de travailler sur ces aspects-là pour toujours être le plus optimal possible pour être capable de mener à terme tous les projets que j'ai besoin de mener à terme, quoi. Bon, justement, sur cette idée le sport, le fitness pour être au-delà d'un simple physique, que ce soit aussi atteindre ses objectifs, que ce soit se sentir mieux. J'avais quand même j'avais beaucoup de questions, je m'étais noté pas mal de questions, mais on va essayer d'enchaîner parce que tu vas avoir un rendez-vous qui va arriver. Et j'aimerais quand même arriver au point culminant de ce podcast. C'est que toi, de voir ces personnes qui essayaient de changer, qui essayaient de s'améliorer, tu t'es rendu compte que la pratique du sport, c'était une des pierres à l'édifice que tu pouvais apporter toi dans ton expérience, mais il n'y avait pas que ça. Donc tu nous as parlé tout à l'heure que tu essayais d'influencer positivement, d'élargir un petit peu ton audience, d'élargir ton message, et ça t'a amené progressivement à te dire qu'est-ce que je peux faire de plus que le sport, le fitness pour améliorer la vie des gens. J'imagine que tu es arrivé à la conclusion de créer un produit qui favoriserait les bonnes émotions. Et on arrive à Emotion Lab. Exact. Moi puis mon associé, on a décidé de partir en affaires. En fait, au niveau de la supplémentation, on connaissait une compagnie qui s'appelle l'ATP Lab, qui font des suppléments, dis-je, de vraiment haut grade. C'est une des seules usines au Canada qui a beaucoup de certifications. Là, ils sont en train d'aller chercher NSF, ils ont Informed Choice. Fait que ils ont vraiment une belle qualité de produit. Puis on a décidé de se faire produire par eux. On a lancé une compagnie qui s'appelle Emotion Lab, donc le laboratoire des émotions. Et notre premier produit s'appelle Bonheur. Bonheur, c'est quoi en fait? C'est un mélange de vitamines et d'herbes pour augmenter la production de sérotonine au niveau de l'intestin. Donc, qu'est-ce que ça
c'est que ça donne un sentiment de bien-être aux gens. Parce que c'est pas nécessairement les gens qui veulent se tourner. Il y a des gens qui se sentent pas bien, qui sont stressés, qui sont anxieux, qui ont une santé peut-être, mettons, psychologique qui est peut-être un petit peu plus difficile. Fait que ça, ce que ça fait, c'est que quand les gens consomment 2 capsules du supplément qui s'appelle Bonheur, ben ça leur donne un sentiment de bien-être qui dure 2 à 4 heures. Fait que ça, c'est intéressant. Quelqu'un, exemple, qui passe dans une période difficile de sa vie, qui a besoin d'avoir un petit laisser-aller, qui a un petit moment de détente, de relaxation, ben nous, on trouve ça super important parce que, comme tu l'as dit, l'entraînement, c'est souvent la bougie d'allumage vers d'autres choses, mais si la tête ne suit pas, le corps ne suit pas, ou si tu veux être un bon humain, c'est beau avoir une bonne musculature puis d'être en forme, mais il faut que la tête le soit aussi. Puis notre supplément n'est pas là à remplacer la thérapie, très loin de là, mais on pense que ça peut donner un bon coup de main à quelqu'un qui a besoin d'avoir justement un coup de main, là. Alors, pardon, mais quelle serait la différence entre un antidépresseur, peut-être un anxiolytique, je sais pas, à quel niveau, à quel pourcentage de résultats tu peux t'attendre, d'amélioration tu peux t'attendre avec la capsule, avec une capsule bonheur par exemple? C'est une bonne question parce que nous, on peut pas nécessairement... quelqu'un ne pourrait pas prendre les deux en même temps parce qu'il y aurait un effet, un build-up des deux ensemble. Fait que ça pourrait être un peu trop fort et trop de sérotonine aussi peut donner un effet qui est négatif. Aussi, ça peut amener de l'autre côté. La sérotonine, ça baisse l'anxiété, ça donne un sentiment de bonheur, mais trop de sérotonine, ça peut amener de l'anxiété. Tu sais, le corps cherche toujours une espèce d'équilibre, là. Fait que je te dirais que c'est difficile de coupler l'un à l'autre. Puis tu sais, les études sont claires, juste parler des antidépresseurs. Si quelqu'un prend des antidépresseurs sans thérapie, sans consulter, sans faire des changements dans sa vie mentale ou quotidiennement, le taux de réussite est pas très haut. Tandis que quelqu'un qui coupe des antidépresseurs avec un suivi thérapeutique ou avec des changements, là, les résultats sont excellents. Fait que, tu sais, moi, je l'amène d'un côté plus holistique. C'est jamais là pour remplacer les médicaments. C'est pas aussi fort, ça n'a pas le même mode d'action. Mais c'est une bonne bougie d'allumage pour quelqu'un qui veut pas se tourner directement. Il sent que ça va pas bien, mais il sent pas tout de suite au bout du rouleau. Je l'utilise plus en prévention. Puis quand quelqu'un commence à avoir des signes et symptômes que peut-être la dépression le guette, qu'il se sent pas bien, ben ça peut déjà être une bonne façon de commencer avant de se rendre à vraiment avoir une médication puis une conversation avec son médecin, t'sais. Moi, j'ai jamais vu ça, hein, donc je trouve ça curieux et intéressant. Et pour ceux qui sont en Europe qui aimeraient s'en procurer, est-ce que c'est possible? Oui, on a des clients justement qui commandent justement de France. On a peut-être, je te dirais, une certaine commande à toutes les semaines qui, à cause que bon, c'est la francophonie, tout ça, ça se parle. On a déjà des clients, fait que c'est un shipping qui se fait avec une rapidité assez exceptionnelle, du tout au fait qu'on travaille avec déjà un laboratoire international. Fait que pour nous, c'est une belle chose, c'est une belle valeur, puis c'est important pour nous, c'était dans nos valeurs d'entreprise d'être capable d'offrir le produit à toute la francophonie, puis éventuellement aussi aux États-Unis, puis en anglais, on est en train vraiment aussi de bâtir le volet anglophone à ce niveau-là, là, parce qu'on a des feedbacks, on a déjà des gens qui peuvent aller le voir sur emotionlab.com, on met beaucoup les reviews, les gens peuvent mettre, puis à date, nous autres au début, on avait peur de se faire juger, on avait peur que les gens fassent comme ça fonctionne pas, mais à date, les résultats, nous, on croyait en la formule, on avait retravaillé des naturopathes et des spécialistes à ce niveau-là. Mais là, le résultat est vraiment cool. Puis même au-delà de nos attentes, fait qu'on s'est dit, Colin, on va activer les commentaires, on va pousser dans cette veine-là parce qu'à date, ça va super bien. Fait que pourquoi pas. D'autres émotions à venir? Oui, 2 émotions. Je peux pas en parler tout de suite, mais il y en a une dans 2 mois, puis une autre dans 8 mois. Donc oui, on s'en va traiter d'autres choses parce que bonheur, c'est bien, mais il y a des gens qui ça va déjà bien dans leur vie, mais qui auraient peut-être d'autres émotions carencées à aller optimiser. Donc c'est pour ça qu'il y a des nouveaux produits qui s'en viennent dans les prochains mois, là. Ok, donc restez stay tuned, comme on dit. Je laisserai de toute façon le lien du site en description pour les plus curieux qui ont envie d'aller jeter un œil et voir un petit peu de quoi ça se compose, d'avoir de plus amples explications. C'est dommage, on n'a pas le temps peut-être de développer un peu plus. C'est vrai que j'avais quand même beaucoup d'interrogations par rapport à ça, mais c'est toujours intéressant. Je vais te laisser, mais j'ai toujours 3 questions de fin. Oui. Je vais switcher un petit peu les 2 premières, je pense, parce qu'elles ont été quand même traitées dans la discussion qu'on a eue. Peut-être la dernière, est-ce que toi, tu as un livre, une ressource que tu recommandes, ou que tu as beaucoup recommandé, qui t'a beaucoup servi, et que tu aimerais aujourd'hui partager? Le nom en anglais, en français, je le sais pas, c'est The One Thing. Fait que la première chose, peut-être en français. Ouais, non, c'est garder The One Thing, c'est garder le même titre. Ouais. Okay. Je l'ai pas lu, mais je sais que j'ai déjà vu plusieurs fois. Ouais. OK, ça c'est un livre vraiment qui a changé ma vie, qui m'a aidé à remettre un peu mes idées en place, puis à savoir vraiment qu'il fallait mettre dans le fond
si tu veux devenir un champion de violon, ben tu seras pas un champion de violon, un champion de catch, puis le meilleur guitariste au monde. Tu sais, c'est vraiment de travailler sur tes forces, puis de mettre toute ton énergie sur une chose. Puis si tu lâches jamais à faire quelque chose, ben c'est sûr que tu es voué à la réussite. Quelqu'un qui arrête jamais de faire quelque chose en quoi il croit, puis qui met toute son énergie, ses émotions, puis son âme là-dedans, ben il n'y a pas d'autre choix que réussir parce que c'est ça la vie. Pour les gens qui veulent te suivre, te contacter sur le web, où c'est qu'ils te retrouvent? À plusieurs endroits sur Internet, FD Fitness, comme Félix Daigle, fdfitness.ca. C'est des gens, on fait du coaching en ligne, on fait du coaching à distance aussi, que vous soyez peu importe où dans le monde, on le fait. Sinon, mon compte Instagram, Félix Daigle, tout en un mot, pas d'accent, c'est là que je mets au quotidien. Sinon, ma chaîne YouTube, qui est très écoutée par les gens de la France, on a un grand pourcentage. Félix Daigle, tout simplement, sur YouTube, on met du vidéo 2 à 3 fois par semaine, puis on a du bon feedback et le podcast, le show à Félix, pour des podcasts à tous les lundis. Ouais, que je recommande chaudement. J'en ai brièvement parlé tout à l'heure en début d'épisode et je recommande parce que je l'écoute depuis je l'écoutais depuis quelques mois. Il y a de très bons sujets, ça parle d'entraînement, ça parle de physique, d'évolution, de mindset, de mental, tout autour de l'aspect amélioration physique et mentale. Je le recommande à tous, il est hyper intéressant, c'est le choix Félix. Je laisserai de toute façon toutes les notes dans les liens de l'épisode, dans les notes du podcast. Je te laisse à ton rendez-vous. Et puis je te dis à très bientôt. Merci d'être parti sur le podcast, Félix. Ça fait plaisir, Jérôme. À très bientôt. Si vous entendez ma voix actuellement, c'est que vous avez écouté le podcast jusqu'au bout. Donc je vous dis félicitations. Je remercie encore une fois Félix Daigle d'avoir participé au podcast Biomécanique. Je vous conseille d'écouter son podcast que je trouve très intéressant. Pour être tout à fait honnête, je ne connais pas bien sa chaîne YouTube, je ne connais pas bien son compte Instagram, mais allez le suivre parce que c'est quelqu'un de vrai, vous l'avez entendu. Et si vous l'appréciez aussi, et là je sais que vous me voyez venir, je le répète à chaque épisode évidemment, mais c'est important pour faire monter le podcast dans les rankings. Si vous avez aimé ce qu'a raconté Félix Daigle, ça vous a apporté des solutions, ça vous a apporté même du divertissement. N'oubliez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, si vous êtes un auditeur, un nouvel auditeur ou alors que vous êtes un auditeur récurrent sur le podcast mais que vous n'avez pas encore laissé de commentaires sur l'application Apple Podcast qui s'appelle aussi Balados au Québec, laissez-moi un petit commentaire ainsi que la note de 5 étoiles. Voilà. Ça me fait plaisir, ça me conforte dans l'idée de continuer à faire ces podcasts, que ça vous intéresse, que vous avez envie d'avoir plus d'invités. C'est un petit peu votre manière de montrer que vous aimez ça. Je sais que c'est chiant, je sais qu'on n'a pas envie, mais il suffit juste de prendre 2 secondes, d'aller dans l'application et de laisser la note. En laissant un petit commentaire de quelques lignes, vous n'êtes pas obligé de vous casser la tête. Et pour ceux qui n'ont pas d'iPhone, vous pouvez tout simplement partager cet épisode à quelqu'un que vous connaissez, à un membre de votre famille, à un ami qui s'intéresse à ce domaine. Envoyez-lui directement l'épisode, dites-lui qu'il y a des petites pépites et que grâce à cet épisode, il va pouvoir découvrir le secret du bonheur. Et si vous ne voulez absolument pas manquer un épisode du podcast Biomécanique, je vous suggère de vous inscrire à la lettre Biomécanique. Je ne vais pas en parler longuement, vous avez juste à aller dans les notes de l'épisode, vous cliquez sur biomechaniquepodcast.com/lettre, j'ai laissé le lien. Vous recevrez tous les épisodes du podcast Biomécanique dès leur sortie dans votre boîte mail, avec des informations exclusives, j'en dis pas plus. Je laisse les plus motivés aller cliquer sur le lien. Et puis pour tous ceux qui m'écoutent encore actuellement, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode du podcast Biomécanique. Ciao.